On a voulu inviter pour cette première, une conférence, on va appeler ça une discussion-conférence. On a invité donc Monsieur Uznac, je vais préciser aussi surtout qu'il est, il est sénateur du Morbihan, certes, mais il est co-rapporteur de la commission Entreprises et Climat se mobiliser pour relever le défi de la compétitivité carbone. Il a gentiment accepté de nous faire un petit condensé, en tout cas, de ce qui ressort de cette commission et de ce rapport. Pas simplement qu'en termes de mobilité, mais on va poser un cadre un petit peu plus large. Et nous enchaînerons avec Marie Chéron, que je n'ai pas encore aperçue, mais que j'ai vue hier, donc je sais qu'elle est là, qui est donc responsable de la politique des... Oh, bah, elle est là, pardon, des véhicules électriques et poids lourds sur l'ONG Transport et Environnement. Donc voilà, chacun va d'abord prendre la parole avec une petite projection, et puis après on échangera. Et vous savez qu'ensuite on ira tranquillement déambuler pour découvrir les stands de Mobizi. Vous voulez vous mettre où, monsieur? En fait, c'est comme vous voulez. Vous serez peut-être mieux là, parce que ça vous permettra de voir en même temps voilà, les slides qui passent derrière vous. Alors, est-ce que ça arrive? Ouais, c'est bon. Un micro, pardon. Alors encore une fois, un grand merci à Guy, à toute son équipe pour l'invitation. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, pas dans le détail évidemment, parce que si vous souhaitez, on pourra vous en faire parvenir une version papier et elle est évidemment consultable aussi en numérique sur le site du Sénat. Donc la délégation aux entreprises du Sénat, dont je suis vice-président, a ouvert donc au début de l'année 2024 une mission d'information entreprise et climat dont j'étais co-rapporteur avec mes collègues Lauriane Josande et Brigitte Deveza. Donc pendant 6 mois, nous avons travaillé sur le sujet entreprise et climat avec en particulier toute une série d'auditions à Paris, des déplacements dans les départements de métropole et d'outre-mer. Nous nous sommes rendus en Bretagne historique à Nantes pour le jour E avec BPI France. Nous sommes allés aussi dans le Morbihan à la rencontre d'un certain nombre d'entreprises exemplaires en la matière. On peut penser notamment à la Belle-Îloise, au Bottes d'Anémone ou à Sylvadec. Les réseaux aussi économiques mobilisés en Bretagne est particulièrement exemplaire dans la décarbonation. Nous sommes allés aussi en Martinique et en Guadeloupe parce que pour les entreprises ultramarines, là il y a des enjeux absolument majeurs, à la fois des potentiels de décarbonation qui ne sont pas utilisés aujourd'hui et une urgence climatique qui prend une acuité toute particulière. Nous nous sommes aussi rendus dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes allés sur le site d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer et c'est véritablement impressionnant. Moi, c'est la première fois que j'allais là-bas. Ça fait partie des 50 plus gros sites émetteurs de notre pays. Et donc, tout l'enjeu de la mission d'information, c'était d'identifier des recommandations pour pouvoir accélérer le mouvement, parce qu'en réalité, on le voit bien, et les chiffres que je vais vous présenter juste après en témoignent, nous sommes pour l'instant loin du compte. Et quand je dis ça, ce n'est pas tant un reproche à l'égard des dirigeants, d'entreprise, un constat de l'insuffisante mobilisation aujourd'hui des pouvoirs publics, aux côtés notamment de nos TPE-PME. Et alors pourquoi ce titre ? Se mobiliser pour relever le défi de la compétitivité carbone, le sujet est absolument majeur, parce qu'on peut se dire ce sont des mots, mais en réalité, on a voulu démontrer, moi c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps, c'est que la seule solution pour véritablement accélérer la décarbonation, c'est de rendre la dimension financière et extra-financière de l'activité économique inextricablement liée. Or aujourd'hui, on le voit bien, dans beaucoup de modèles, c'est quand même encore la dimension financière qui prévaut. Et dans le meilleur des cas, on a un pilotage extra-financier à côté qui peut prendre plus ou moins d'importance, mais dans l'appréciation même des marchés, etc., cette dimension aujourd'hui, elle est insuffisamment prise en compte. Et donc, bien assumer le fait que la compétitivité carbone, comme on parle de la compétitivité économique et financière, c'est un élément clé aujourd'hui
du rayonnement et de la résilience de nos entreprises. Moi, je n'ai cessé de dire au cours de ces travaux, et on a eu des témoignages, très nombreux témoignages de dirigeants, de représentants d'organisations professionnelles, interprofessionnelles, c'est que les entreprises qui n'auront pas pris ce train-là, sans mauvais jeu de mots, seront les premières victimes demain. Et que l'on pense à l'agriculture ou à d'autres secteurs de l'activité économique, les premières victimes des dérèglements climatiques, ce seront aussi les acteurs économiques, parce que, vous le savez très bien, dans le secteur des mobilités comme dans les autres, beaucoup disent ben oui, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est long, c'est vrai, tout ça est vrai, mais si on ne s'engage pas rapidement, puissamment, dans cette transition-là, ce sont les entreprises, et particulièrement les entreprises européennes, qui vont se retrouver pénalisées. Parce qu'on a eu encore un débat, là, il n'y a pas très longtemps, il y avait, je ne vais pas rentrer dans le détail au Sénat, mais un texte qui visait à transposer des directives, des règlements européens, et vous savez qu'il y a des débats notamment sur ce qu'on appelle la CSRD, tout ce qui va concerner justement la dimension extra-financière. Beaucoup disant il faut que l'Europe mette un frein à tout ça, le fameux pacte vert, il faut essayer de limiter l'ambition, il faut mettre moins de contraintes. Oui, mais de l'autre côté, vous avez les Chinois, vous avez les Américains qui ne cessent d'accélérer à coups de milliards d'investissements de l'autre côté de l'Atlantique et de prix toujours plus bas du côté du continent asiatique. Et donc, face à cela, nous ne pouvons pas rester en retrait sur les questions de transition, en particulier économique. Et là aussi, il faut remettre des chiffres au-delà de la dimension morale, humaine, que l'on peut partager les uns et les autres. C'est qu'aujourd'hui, la transition, elle a un coût, c'est une évidence, pour les pouvoirs publics comme pour les acteurs privés, mais l'inaction est infiniment plus coûteuse et elle sera infiniment plus dommageable, en particulier pour le monde économique. Donc là, on vous a remis le chiffre qui était le premier chiffre de comparaison qui était contenu dans le rapport Stern de 2006. On voit bien que l'écart, il est très net. Hein. Vous l'aviez sans doute vu dans le rapport Pisani qui disait notamment, là il y a quelques mois, avec Selma Mahfouz, que grosso modo l'évaluation par an c'était autour de 66 milliards, soit entre 66 et 70 milliards d'euros pour accélérer le mouvement et être à la hauteur des accords de Paris, avec grosso modo un moitié-moitié, pas très loin, entre pouvoir public et pouvoir privé, et acteurs privés. Pour le constat, là aussi, sur les entreprises que nous avons rencontrées, donc il y a un certain nombre de sondages, d'enquêtes qui ont pu être conduites, notamment par BPI France. C'est important de voir le mouvement quand même. Là aussi, la hausse constante des entreprises européennes qui font face aux conséquences des dérèglements climatiques et de leurs effets sur leurs activités économiques. Là, vous voyez, 64% donc en 2023 contre 57% en 2022. On n'a pas encore eu, à ma connaissance, là, les tout derniers chiffres sur 2024, mais ce sera nécessairement en hausse. Et sur les PME et ETI, là aussi, important d'avoir en tête quand même 30% de l'empreinte carbone. Donc elles ont là aussi des leviers d'action, qu'elles soient directement dans le secteur des transports, si on reste sur la question qui nous concerne avec Mobizy, ou à travers les mobilités de leurs salariés et de leurs partenaires. On voit bien que ce sujet est important. Autre élément dans les chiffres clés à avoir en tête, c'est sur l'engagement des dirigeants d'entreprise. Et là aussi, nous, on a souhaité tordre un peu le cou à des idées reçues. Oui, aujourd'hui, la transition, et encore, je ne sais pas si le mot est désormais adapté, il faut sans doute des mots beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, mais elle n'est pas suffisamment engagée, ça c'est le moins de le dire, mais les chefs d'entreprise ont conscience des enjeux. Et donc là, on a 85% des chefs d'entreprise qui sont sensibilisés sur les impacts environnementaux, donc il n'y a pas que le volet climat, 76% qui cherchent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, mais malgré tout, et là c'est une donnée qui figure dans l'enquête de BPI France là, dont je parlais, plus des 2 tiers relèguent l'adaptation au changement climatique au second plan.
Et ça, malheureusement, les crises des derniers mois n'ont pas aidé à mettre ce sujet sur le devant de la scène, que ce soit la crise en Ukraine, l'inflation évidemment, et puis là les tensions internationales, la guerre commerciale qui se dessine. On peut comprendre évidemment qu'il y ait d'autres préoccupations de court terme, mais c'est un chiffre que nous devons avoir en tête et qui justement a conduit aussi à un certain nombre de recommandations sur lesquelles je reviendrai. Et puis l'élément clé, on a dit, PME, ETI, 30% de l'empreinte carbone, mais de l'autre côté, seulement 13% d'entre elles ont une véritable stratégie de décarbonation. Donc là aussi, entre le constat et l'enjeu partagé et la réalité de l'action, il y a des décalages qui sont beaucoup trop importants. Et sur la cartographie des risques, seulement 1%. Donc on voit bien que là, il y a une priorité à mettre, alors même qu'aujourd'hui, la stratégie du gouvernement, des gouvernements qui se sont succédés, et on peut l'entendre, c'est de mettre le paquet sur les sites les plus émetteurs, les fameux 50 sites industriels, dont celui de Fos-sur-Mer, dont je parlais tout à l'heure. Mais à côté de ça, vous avez les 4 millions de PME et de TPE qui sont, de notre point de vue, les oubliés de cette politique publique de transition, avec malheureusement des moyens, là aussi, qui se réduisent. Vous avez suivi, comme moi, les débats budgétaires. Nous, on était en première ligne au Parlement, mais là encore, du côté de l'État, les arbitrages qui ont été rendus vont à l'encontre même de cette urgence qui, de fait, aura des incidences demain sur nos finances publiques. Et alors, face à ça, pour tenir le timing que je m'étais fixé. Donc nous avons émis 21 recommandations, donc je ne les ai pas toutes listées, j'ai retenu les principales en lien avec évidemment l'événement auquel nous participons, avec des axes quand même transversaux relativement clairs et qui ne vous surprendront pas. C'est le fait d'avoir cet environnement plus favorable à la transition climatique des entreprises. Ça se décline de beaucoup de façons, mais c'est aujourd'hui rendre ça beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus opérationnel, sur la simplification du processus d'adaptation et d'atténuation, parce que là aussi on a un risque qui est pointé par de nombreuses études et qui est déjà malheureusement vérifié sur le terrain, c'est le risque de maladaptation. Typiquement, vous allez développer la climatisation pour améliorer le confort. On l'observe notamment dans les territoires ultramarins, sauf que cette climatisation, elle va sursolliciter un réseau électrique qui est déjà en plutôt mauvais état, et de l'autre côté, amplifier le dérèglement climatique, parce que si on pense toujours aux territoires ultramarins, l'essentiel de leur énergie vient des énergies fossiles, parce qu'il y a un retard sur le développement du photovoltaïque. Et donc là, sur le risque de maladaptation, il faut qu'on soit excessivement vigilant. Et donc dans la simplification, c'est notamment les bouquets d'aide. Je vais revenir dans les propositions concrètes. Et puis l'accompagnement des entreprises, là aussi, nous ne sommes pas du tout dans le fait de pointer du doigt des dirigeants qui sont confrontés, surtout pour les plus petites d'entre elles, à beaucoup d'autres arbitrages, des difficultés multiples et variées. Là, il faut être dans ce soutien, dans cette action collective, cette coopération dont je parlais tout à l'heure. Et alors sur les 5 recommandations qui peuvent faire le lien avec Mobizy, il y a des choses évidemment qui vont vous paraître sans doute assez simples, mais qu'il est bon de rappeler et de marteler. Dans ce moment où malheureusement on voit, je peux en témoigner au Sénat, mais Paul est reparti, mais c'est vrai aussi à l'Assemblée, dans les discussions que nous avons avec le gouvernement aujourd'hui, grosso modo, à chaque fois qu'on peut supprimer des mesures, des actions prévues pour décarboner, pour justement nous mettre en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris, que ce soit sur l'agriculture ou dans d'autres secteurs de l'activité économique, malheureusement, c'est toujours cet arbitrage défavorable qui est rendu. Et donc nous redisions dans ce rapport, et je précise que mes 2 co-rapporteurs étaient l'une membre du groupe LR, l'une du groupe Union Centriste, donc on était bien dans une approche transpartisane, là de redire que pour l'action publique, l'enjeu c'est bien de remettre l'adaptation et la décarbonation
comme outil de réduction nette des émissions de CO2, parce que vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui sur la séquestration du carbone, etc., pour essayer par des biais technologiques de dire, bon, on continue comme avant, business as usual, mais vous inquiétez pas, on a des solutions pour y faire face. Ça n'est pas vrai, les scientifiques le démontrent bien. Il faut mettre l'accent absolument sur la réduction nette des émissions de CO2 et les moyens déployés par la puissance publique doivent aller dans ce sens-là. De la même façon, sur la deuxième mesure, là on est sur le coût d'abattement de réduction des émissions de CO2 et c'est évidemment dans un contexte de tension budgétaire, c'est d'aller sur la dépense qui, sur le volet climatique, va avoir l'impact le plus élevé. C'est-à-dire pour 1 euro, combien de kilos de CO2 vous évitez, eh bien, il faut qu'on soit capable aujourd'hui de calculer cela dans la même logique que l'observatoire que nous avons mis en place à la région Bretagne, par exemple, sur les données d'achat public. Il faut avoir ce pilotage très fin par la donnée pour demain se dire on met l'argent là où on a l'effet levier le plus important pour la réduction nette des émissions de gaz à effet de serre et pas être dans un tout technologique qui parfois a des effets extrêmement limités. De la même façon, là aussi, ce sont des constats qui sont partagés et déjà mis en œuvre par les collectivités, particulièrement en Bretagne, sur l'efficacité et la sobriété, sur les énergies bas carbone. Donc là, évidemment, vous vous doutez bien qu'il y avait un petit débat sur le nucléaire. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire doit être pensée comme une énergie de transition. Nous en avons besoin. Ça ne doit pas être une fin en soi, évidemment. Mais aujourd'hui, nous en avons besoin pour justement accélérer considérablement le mouvement au regard de l'urgence climatique. Et puis enfin, les 2 derniers points sur la simplification des aides à la transition climatique des entreprises. Aujourd'hui, vous avez plus de 340 aides qui sont disponibles, souvent illisibles. Vous en avez certaines où vous avez 3-4 entreprises bénéficiaires, c'est un saupoudrage. Donc nous souhaitons en fait inverser la logique et pas partir d'une politique de l'offre, en l'occurrence, partir d'une politique de la demande, c'est-à-dire le besoin des entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, et qu'on soit sur des dispositifs opérationnels à la carte sur du coût humain qui permettent là aussi à chacune, à chacun dans les territoires, sur les questions de mobilité notamment, de pouvoir obtenir les réponses et l'accompagnement qu'il attend. Et puis enfin sur l'achat public, parce que depuis quelques semaines, là, je suis aussi président d'une commission d'enquête sénatoriale sur la commande publique, un sujet sur lequel je travaille aussi à la région avec les collègues. Et quand on parle des DSP, des concessions, des achats de matériel, demain peut-être de bateaux à hydrogène, etc., tout ça c'est de la commande publique. Et donc là, il y a un levier absolument majeur. Et donc on va travailler avec les collègues au Sénat pour faire en sorte que demain, donc ça doit être vu aussi au niveau européen, puisque la commande publique est encadrée par des directives de 2014 qui font l'objet de révision, bien que demain, on puisse essayer d'être dans une forme de préférence européenne. En tout cas, c'est visiblement le chemin que la Commission européenne semble dessiner, et que dans cette préférence européenne, on puisse valoriser justement les entreprises qui, au regard du scope 3, sont les plus vertueuses. Et nous avons la chance en Bretagne de pouvoir en compter de nombreuses, et d'autres qui, à travers les réseaux, notamment la Convention des entreprises pour le climat, et il y en a d'autres, sont très à la pointe. Et donc là aussi, que les collectivités soient à leur côté avec cet effet levier, sans être forcément dans de la subvention. C'est tout l'intérêt de la commande publique, c'est qu'on accompagne, on paye les entreprises pour le service qu'elles rendent. Et donc c'est gagnant-gagnant pour les territoires et pour les acteurs économiques. Donc voilà, Cécile, je crois que j'ai à peu près respecté mon temps. Donc je ne vais pas être plus long, et puis je serai disponible tout à l'heure pour les questions oui, et le débat. Il faut qu'il y ait un échange. Merci beaucoup, merci pour cette synthèse. Ce n'était pas un exercice facile. Merci. Marie, je vais vous inviter à vous installer aussi. Vous avez des petites projections. J'ai demandé d'abord à Marie Chéron donc, d'avoir une première réaction d'ailleurs sur ce que vous avez présenté, Simon Usenac, de manière à ce qu'elle puisse commencer son propos sans forcément être dans la redondance, mais aussi tout de suite dans la réaction. Alors, oui, ça marche. C'est bon.
Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir permis de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Et derrière cette présentation qui est très intéressante, et moi, je vais rebondir peut-être après dessus au cours de ma présentation. Mais effectivement, il y a un élément qui est important. D'abord, vous avez rappelé l'importance du cadre normatif. Vous avez mentionné la CSRD. Aujourd'hui, il y a un cadre qui est fixé par un ensemble de lois européennes et nationales et qui donne un cadre et un cap clair pour les entreprises, pour les investisseurs. Je crois que c'est important de rappeler que quelque part, le coût est parti. Et c'est difficile, c'est complexe, tout ça est imparfait, mais on a besoin encore de travailler dessus et d'outiller, vous avez utilisé le mot outiller, pour continuer à accompagner les entreprises. Parce que le coup est parti, on est un peu au milieu du gué, j'ai envie de dire, et c'est important que dans cette période un peu mouvementée, comme ça a été dit en introduction par plusieurs élus, effectivement le cadre voilà, il y a des remises en question qui sont nombreuses, mais l'action est lancée. Et on doit pouvoir continuer à outiller et à encourager l'action pour atteindre effectivement des résultats. Alors je vais essayer de passer mes slides si j'y arrive. Oui, je crois que ça marche. Désolée, vous allez avoir le droit à mon écran pendant quelques secondes. Alors je vais en profiter juste pour pour rappeler qui je suis. Je vous mets ça en... Oui, de parler un petit peu de votre ONG Transport et Environnement, qui était déjà représentée l'année dernière pour ceux qui étaient là. Ouais. Voilà, donc juste en 2 secondes. Donc, Transport et Environnement, TNI en anglais, est une ONG européenne et nous sommes basés à Bruxelles. Donc moi, je travaille sur la question des mobilités depuis une dizaine d'années et spécifiquement, donc je travaille sur le vélo, sur le bus, sur le transport en commun, etc. Sur les questions sociales, beaucoup, parce que moi je crois vraiment que c'est très lié. On ne pourra pas avancer dans la transition écologique si on n'apporte pas également des bénéfices en termes de bien-être aux populations. C'est un point important. Et aujourd'hui, je travaille sur l'automobile, les poids lourds, etc. Et aujourd'hui, je voulais repartir d'une question en se disant, on en est où ? Là, je venais de vous dire, le coup est parti et quelque part, on doit maintenant avancer. On est un peu au milieu du gué. Il faut qu'on puisse aujourd'hui montrer que finalement, les actions de décarbonation, elles ont des bénéfices. Elles ont des bénéfices pour les entreprises, pour les territoires et pour les personnes. Alors, c'est difficile parce que souvent, dans le discours général, l'écologie est liée à la contrainte. Quelqu'un a mentionné les ZFE tout à l'heure. On a un certain nombre de sujets crispants comme ça. L'électrique est trop cher. Les alternatives, de manière générale, c'est compliqué. Il faut trouver des nouveaux moyens de se recharger, etc. Donc souvent, c'est mis sous l'angle de la contrainte et on met peu en avant les bénéfices. Et je crois que ça va être un des enjeux de ces prochains mois et années. Ça va être de pouvoir montrer progressivement et valoriser tout ce qui se fait parce qu'on ne le fait pas encore suffisamment. En tout cas, ce n'est pas assez visible dans le débat public. Et donc, si ça marche... Mais sinon, je vais le passer directement. Vous allez être obligé de passer. Ouais, c'est soit l'ordi. C'est pas grave, je peux faire des. Okay. Je peux faire des pas. On a regardé, donc comme on est européen, on a une analyse qui est européenne, qui n'est pas encore déclinée totalement au niveau France. Donc j'ai des chiffres ce matin qui sont plutôt européens pour cette année, en tout cas. On a regardé les niveaux d'émissions du secteur des transports cette année et on remarque que le secteur européen a émis 1,05 milliard de tonnes de CO2 en 2024 contre 1,1 milliard de tonnes de CO2 en 2019. Donc on regarde qu'en quelques années, on a fait quand même 5% en moins. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Il peut y avoir des raisons liées... Il y a eu le Covid entre les deux, il y a eu aussi une part d'inflation, mais il y a également une évolution des transports, puisque ce sont nos transports routiers qui consomment le plus de carburant fossile. C'est un premier indicateur à avoir en tête. On n'est pas sur une hausse définitive et non contrainte. On a cette forme de stagnation. Donc il faut le prendre en compte. C'est un premier signal qui, pour nous semble assez positif. La deuxième chose, c'est qu'on a regardé les projections des ventes de véhicules électriques et l'évolution du parc. Ça fait partie des spécialités de TNI. On regarde beaucoup les données de parc et de vente. Et on regarde que d'ici fin 2025, on devrait avoir en Europe 9 millions de véhicules électriques en circulation. Puisqu'aujourd'hui, on va avoir en 2025 une augmentation des ventes liée à l'évolution de la réglementation CO2 des constructeurs, puisque malgré le débat, les objectifs vont être atteints à peu près. C'est nous qui le disons, mais c'est aussi la filière qui le dit. Et donc, ces 9 millions de véhicules électriques, c'est 20 millions de tonnes CO2 évitées. Et c'est l'équivalent de cette centrale à charbon.
Donc quand je dis on est au milieu du gué et on commence à avancer et il faut pouvoir continuer et approfondir ces actions-là, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on met ces indicateurs en avant. La deuxième chose que je voulais vous montrer, donc ça c'est le graphique d'évolution des émissions de CO2 des transports en fonction des modes. Alors je suis désolée parce qu'il y a des éléments qui sont en anglais. On ne les a pas en français. Et on voit, ce qu'on voit, c'est que le bleu qui est en bas, ce sont les voitures. Le orange, ce sont tout ce qui est les HGV, donc c'est les High Duty Vehicles, c'est les véhicules lourds, donc c'est qui est poids lourd. Et ça, le orange et le bleu, excusez-moi, c'est le transport routier. Et donc là, on a quand même une grosse part des émissions, comme vous voyez. Et si on ajoute les vannes, les vannes, c'est tout ce qui est, ce sont les véhicules utilitaires. Et les véhicules utilitaires, si on les additionne avec les poids lourds et les voitures, on a 3/4 des émissions de GES des transports. C'est vraiment massif. Et c'est pour ça que chez nous, on s'y intéresse en priorité en disant que c'est ça qu'il faut décarboner. Par contre, on voit bien que le rail, c'est très minime dans les émissions, d'où l'intérêt de le déployer, parce qu'on aura forcément des bénéfices nets en termes de CO2. Et là où je voulais en venir aussi, c'est qu'on a le shipping, donc ça c'est le transport maritime et l'aérien. L'aérien aujourd'hui, on va nous dire que ça ne représente pas grand-chose, c'est 1/4 des émissions. Sauf qu'en fait, il faut regarder en dynamique et que en fait, les émissions de l'aérien et du maritime sont en train de grimper, notamment l'aérien qui reprend son rythme de croissance et qui a récupéré le rythme d'avant Covid. Donc, donc ça, il faut bien le prendre en compte et j'insiste dessus parce que derrière, il y a le rôle des acteurs. Et quand on regarde le rôle que les entreprises peuvent avoir pour décarboner ces différents sujets, pour faire évoluer les pratiques et les usages, c'est assez essentiel et ça ne doit pas être oublié. J'insistais là-dessus. Comment prendre du recul un petit peu sur tout ça ? Je vous ai dit le transport routier est le mode le plus important. Et avec quoi on roule ? Aujourd'hui, on roule encore massivement avec des carburants fossiles. Donc, et quand on regarde d'où viennent nos carburants, si on regarde tout ce qui est pétrole, on est encore à 96% dépendant des importations en Europe. Et pareil pour le gaz, à 90%. Donc on a un enjeu de souveraineté dans la décarbonation qui est massive et qui en ce moment nous interpelle sur la situation également mondiale. Mais ce pic de consommation, il y a une possibilité, et on insiste beaucoup dessus, sur le fait qu'on peut se réduire finalement cette dépendance aux importations extérieures. Et là, vous avez l'évolution entre 2010 et 2025. Donc en 2025, le chiffre, c'est une projection, vu qu'on n'y est pas encore. Et on voit l'évolution donc, entre les véhicules thermiques qui sont en noir ici, et puis tous les hybrides en gris, les électriques en vert. Et on voit bien qu'on a une évolution des ventes de véhicules qui vont permettre de progressivement réduire cette dépendance. Mais il faut encore accélérer justement cette sortie-là, vu qu'on sait qu'on en a jusqu'à 2050, étant donné que le parc automobile se renouvelle lentement, quand même, et de plus en plus lentement. Je fais un passage sur le fait qu'on a une dépendance aux carburants fossiles, on a aussi une dépendance aux matériaux dont on a besoin pour construire les batteries. Donc on voit qu'on a une dépendance à 100% sur le lithium, à 75% sur le nickel, à 66% sur le manganèse, l'aluminium à 58% et l'acier à 21%. Sachant que sur l'acier, en ce moment, comme ça ne va pas très bien, il y a encore des risques, parce que là, ce sont des chiffres 2023. Donc ça peut encore... ça peut encore augmenter. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a ce que je voudrais insister, c'est qu'il y a vraiment un enjeu dans cette décarbonation à regarder l'industrie. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ce qui se passe au niveau européen et tous les débats qu'il y a autour de la filière automobile aujourd'hui et à la capacité qu'on aura de maintenir cette industrie en Europe. Et c'était intéressant le discours de M. Uzenat parce qu'on voit bien la difficulté qu'ont les entreprises à se projeter dans la décarbonation et à finalement aller chercher les gains de décarbonation profonds. C'est-à-dire que la filière électrique, elle s'est largement
tourné vers les moteurs électriques. Donc il y a eu beaucoup d'innovations ces dernières années. Les produits maturent, on va dire. Néanmoins, il y a une concurrence internationale. Et l'enjeu pour l'Europe, c'est d'ancrer la chaîne de valeur qui va nous permettre de réduire cette dépendance. Et donc on a la capacité typiquement aujourd'hui sur le lithium d'aller chercher de la production et d'aller également transformer cette matière sur notre territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça fait partie des investissements qui va être décisif de pouvoir maintenir. Donc il y a eu 70 milliards investis depuis 5 ans par l'industrie automobile pour sa chaîne de valeur en Europe, sur les véhicules, il y a même un projet de mine en France, il y a 4 gigafactories, il y a un certain nombre de composants qui sont là, mais aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de pouvoir vraiment faire en sorte que ces projets se transforment pour avoir des emplois sur le territoire et pour avoir cette chaîne de valeur. Si on n'a pas cette chaîne de valeur, ça va être difficile d'avoir des produits qui soient réellement made in Europe. C'était un point intéressant de ce que vous mentionniez, Monsieur Uzena, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette chaîne de valeur elle reste en Europe, voire elle y reste un peu plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup délocalisé nos industries. Mais en fait, plus on délocalise, plus on alimente les flux de transport, et ils sont peu visibles, mais ils sont aussi très polluants, très émetteurs. C'est des infrastructures, c'est de la consommation de sol, etc. Les impacts sont nombreux, et on a tout intérêt à avoir plutôt des systèmes régionaux, donc quand je dis régionaux, c'est plutôt à l'échelle européenne, de production de véhicules, et notamment en France, on a des enjeux pour garder les savoir-faire. Mais donc, je voulais insister sur ce point-là ce matin. Là, je vous donne un aperçu. Donc ça, c'est les politiques européennes sont en train de progresser. On commence à voir leurs effets. Je reboucle avec ce que je disais au début. Là, vous avez en haut les émissions du transport en 2024 en fonction des différents modes. Et puis, on a les émissions évitées. Tout à l'heure, je vous ai parlé en introduction des émissions évitées en 2025 et en 2030. Et donc, comment on fait pour continuer à avancer? Mais il faut qu'on puisse accélérer à la fois l'électrification, parce que j'en ai pas mal parlé, l'électrification du parc auto, mais aussi le report modal, mais aussi le fait d'aller chercher du coup les solutions qui soient encore moins décarbonées, voire très très peu décarbonées, type le vélo, etc. Quelqu'un a mentionné en introduction, un élu, je ne sais plus lequel, le fait qu'il allait falloir peut-être à un moment donné, se passer d'une deuxième voiture. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher du vélo cargo? Est-ce qu'on va chercher du transport collectif, etc. Est-ce qu'on va chercher des véhicules soit partagés peut-être? Je pense que c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir aller chercher, sinon on n'arrivera pas à réduire les émissions. Donc malheureusement, effectivement, ça va être compliqué. Et si j'en viens aux difficultés qu'on a dans les entreprises aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'une solution unique. Et on l'a vu sur le véhicule électrique. On ne peut pas se contenter de dire qu'on va faire du véhicule électrique parce que si on fait que des gros véhicules, ça n'aura aucun intérêt. Parce que ça consomme beaucoup de matière et parce qu'un véhicule n'est jamais propre, etc. Donc on a vraiment besoin d'aller chercher tous les changements dans le modèle et de manière profonde. Je ne vais pas m'attarder sur les leviers parce qu'on les a déjà vus et que le temps tourne, je pense. Je voulais revenir du coup sur l'action des entreprises. On a fait tout un travail sur les flottes parce qu'on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait accélérer l'électrification, qu'est-ce qui bloque. Souvent on dit dans le débat public les véhicules électriques c'est cher, ça ne marche pas. Comment on fait? Alors on a regardé le marché du véhicule neuf. Qui c'est qui achète des véhicules neufs? Chez les particuliers, c'est des personnes plutôt aisées, avec une moyenne d'âge assez élevée. Et puis l'autre grosse moitié, parce qu'on est quasi à 70%, c'est la location et c'est les sociétés de leasing qui achètent pour les entreprises. Donc on s'est dit, on va regarder ce qui se passe du côté des flottes d'entreprises. Parce que du coup, c'est elles qui ont une marge de manœuvre pour accélérer. Et ce qu'on s'est rendu compte en 2024, c'est que le taux d'électrification chez les particuliers, il était de 20% en France. Chez les entreprises, il était de 8%. En gros, les entreprises ne jouent pas le jeu. Dans la loi d'orientation des mobilités qui a été votée en 2019, il y avait un article justement sur une obligation de verdissement des flottes. Alors c'était une obligation, mais en fait il n'y avait pas vraiment d'obligation. Donc il y avait pas l'idée c'était qu'il ne devait pas y avoir de contraintes, c'était plutôt un mécanisme volontaire, sans sanction. Sauf qu'en fait, on se rend compte que comme d'autres dispositifs sans sanction, ça ne marche pas. Et du coup, les entreprises ne respectent pas ces obligations aujourd'hui. Et donc on voit que la moitié des grandes flottes qui étaient visées par la LOM
n'ont immatriculé aucun véhicule électrique en 2024. 45% des flottes visées par la LOM n'ont immatriculé aucun véhicule. Ce n'est pas dû à des obstacles techniques, mais c'est dû à l'absence de projet de transition. Ça fait vraiment écho à ce qui était dit et écrit tout à l'heure. Donc là, il y a une nouvelle disposition qui est passée dans le PLF pour introduire des sanctions, ce qui devrait normalement bouger. Donc là, en ce moment, tous ceux qui gèrent la vente de distributeurs de véhicules électriques nous disent on est assaillis d'appels des entreprises, parce qu'il va y avoir une dynamique, et ça doit normalement participer aussi à l'accélération de l'électrification. Mais c'est vrai qu'il va falloir que les entreprises s'intègrent intègrent cette dynamique d'électrification dans un pan plus large, avec vraiment une vision de comment est-ce qu'on pourrait réduire drastiquement l'empreinte. Ça va vouloir dire électrifier, mais ça va vouloir peut-être aussi dire réduire la flotte de manière globale. Peut-être que passer certains véhicules sur du vélo ou sur du vélo cargo, proposer des véhicules qui soient partagés, etc. Mais c'est tout un changement de culture. Et quand on rentre dans les discussions avec les entreprises sur pourquoi est-ce qu'elles n'électrifient pas leur flotte, finalement, il n'y a pas seulement des obstacles techniques, mais il y a aussi des obstacles culturels. Puisque la voiture est un statut, la voiture est aussi utilisée pour les besoins personnels, etc. Donc il y a besoin, je pense, d'approfondir le travail et de travailler collectivement, de faire travailler les entreprises collectivement pour qu'elles puissent imaginer des solutions innovantes. Voilà, c'était sur cet exemple que je voulais finir. Et du coup, je serais ravie de répondre aux questions. On va proposer à Simon Huisna de nous rejoindre. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie. Alors moi, ce que j'en retiens un petit peu, et notamment dans ce que Simon Huisna vous avez dit, c'est de rappeler quand même, notamment aux entreprises, que ça coûte plus cher de ne pas rentrer dans la décarbonation, finalement, que de s'y investir. Et ce que je retiens aussi, vous, Marie Chéron, de ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, on a une marge de manœuvre qui est, alors on va prendre le côté positif de la chose, une marge de manœuvre qui est très large, parce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et c'est ce qu'on va voir aussi pendant 2 jours. Il me semble que dans le rapport, M. Huisna, vous parlez d'un choc de la compétitivité carbone. Qu'est-ce que vous entendez derrière ce mot-là? Ça veut dire qu'il faut vraiment créer un espèce de mouvement. Mais alors, si ça vient de l'État, il faut qu'il y ait des accompagnements financiers. On voit bien que ça doit ruisseler en région, dans les petites collectivités. Enfin, pourquoi ce terme exprès un peu provocateur, mais est sans doute essentiel, de choc de compétitivité carbone? Parce qu'on entend très souvent parler, notamment les organisations patronales, de choc de compétitivité, mais d'une certaine manière un peu dans le monde d'avant, c'est-à-dire où on prenait en compte uniquement les dimensions financières. Or là, moi j'insiste vraiment là-dessus, la dimension extra-financière, c'est pas juste pour se donner une bonne conscience. Et aujourd'hui, beaucoup de dirigeants ont cette conscience-là. De voir sur un strict plan économique bien intégrer cette dimension extra-financière, parce que c'est déjà en partie le cas, ça reste plutôt marginal, mais demain, les banques prêteront à des taux préférentiels aux entreprises qui auront joué le jeu. Et le sens de l'histoire est là. Et donc, alors, de certaine manière, ce qui se passe avec Donald Trump, vous avez vu les annonces hier, moi, je vais essayer de voir le verre à moitié plein. Dans l'absolu, c'est déplorable, mais je pense qu'en fait, ça nous aide. Ça nous aide parce que, oui, il faut réveiller l'Europe. Jusque-là, on était dans une sorte de coton, là, où on se disait que tout allait pouvoir continuer comme avant et que tout allait bien se passer. Vous évoquiez les délocalisations. C'est très frappant, là on a plein d'exemples, y compris en Bretagne, où on voit des grands constructeurs automobiles qui n'ont pas joué le jeu. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais tout le monde l'a en tête. Et donc finalement, le comportement aujourd'hui de Donald Trump, c'est un électrochoc pour l'Europe, pour nous collectivement, pour nos entreprises. Et j'espère en tout cas qu'il nous aidera à prendre encore plus conscience que le sujet de la transition, de l'accélération de cette transition, en fait, encore une fois, c'est pas simplement moral, c'est pas simplement pour se dire on va préserver la planète, c'est évidemment indispensable, mais si on veut se mettre avec des lunettes strictement économiques,
l'avenir de notre économie, de toute façon, notre compétitivité à l'échelle internationale, elle se joue là. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément, quand on parle de décarbonation des mobilités et de justice sociale, c'est un élément d'émancipation à l'échelle internationale parce qu'aujourd'hui, vous l'avez redit, nous sommes dépendants de puissances qui sont loin d'être des démocraties, parce que sur les énergies fossiles, comme sur les terres rares et les métaux, c'est le cas. Donc si nous voulons gagner notre liberté, notre capacité demain à pouvoir agir, de maîtriser aussi le cours de l'énergie, parce qu'on l'a vu à la faveur de la crise ukrainienne, quand les prix ont explosé, nous on en a fait l'expérience côté région Bretagne, pour les seuls lycées, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que vous prenez dans la vue. Si demain nous sommes beaucoup plus indépendants sur notre production énergétique, évidemment, nous limitons ces à-coups. Donc, encore une fois, c'est des dépenses en moins, c'est une liberté supplémentaire, et donc nous sommes gagnants à tout point de vue. Et il y a ce mot de souveraineté qui revient assez régulièrement. Moi, je pense qu'il faut vraiment l'appréhender à l'échelle européenne. Mais en fait, la décarbonation, ce levier, et en particulier à travers les transports qui pèsent près d'un tiers de nos émissions, c'est un sujet clé. Et de l'autre côté, et j'en terminerai là, alors c'est peut-être pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais il faut qu'on soit cohérents les uns et les autres. Enfin, et là, je me tourne aussi vers les citoyens. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord pour dire, et tout le monde semble partager ça, il faut qu'on soit plus autonome, très bien. Mais alors, si on prend l'exemple des carrières, des projets qui pourraient voir le jour, il faut qu'on soit là aussi clair avec nous-mêmes. Ou alors on dit tous d'un commun accord, hop, voilà, ça j'arrête. Et là oui, on peut être cohérent et dire on ne veut pas aller chercher des terres rares et des métaux dans des puissances autoritaires, et de l'autre côté, nous on fait pas le job. Je pense, alors ça ne doit pas dire demain avoir des carrières dans des conditions sociales, environnementales dégradées, il faut travailler à cela. Mais on ne peut pas, dans le même mouvement, dire on veut être plus autonome et de l'autre côté dire il ne se passera rien chez nous. Il y aura forcément des choix à faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit courageux et constant là-dessus. De l'autre côté, on a quand même aussi des leviers qu'on n'a pas évoqués, mais sur les mobilités, on peut penser aussi aux vélis aujourd'hui. Les véhicules légers intermédiaires qui sont entre le vélo et la voiture, ça fait partie des outils que l'on peut mobiliser. Il y a aussi, et là la région est à la manœuvre, quand on parle de la fibre par exemple, ça peut paraître loin de la mobilité, mais en fait quand vous développez la fibre et vous dites en 2026 100% des Bretons fibrés, demain c'est la possibilité avec le flex office qui se développe de dire aux Bretonnes et aux Bretons, vous n'aurez pas besoin de vous rendre tous les jours au travail, vous pouvez être dans du télétravail et donc là aussi contribuer à la bonne dynamique que l'on observe notamment dans les territoires ruraux. Et puis enfin, vous avez eu raison de le redire, il y aura des sujets d'investissement, côté acteurs privés comme côté pouvoir public. Je vous redonne juste un exemple, et j'en terminerai là. ArcelorMittal, quand on les a rencontrés donc au printemps dernier sur le site de Fos-sur-Mer, et il y avait aussi Dunkerque, ils évoquaient les changements de fours et de pouvoir passer à des fours électriques. Il faut se rendre compte de l'investissement. C'est, si je ne me trompe pas, c'était entre 700 et 800 millions d'euros, un four. Donc forcément, quand vous regardez tout cela, vous prenez en compte la concurrence internationale, la performance du site, etc. Mais moi, je crois que les uns et les autres, nous devons prendre nos responsabilités, y compris sur une forme de protectionnisme européen. Et c'est là où, finalement, ce qui se passe avec Trump peut nous aider. C'est que nous devons assumer d'être au rendez-vous de la transition, pas simplement pour être plus vertueux, plus exemplaires que les autres, mais c'est parce que demain, les entreprises qui auront pris ce virage-là seront les plus performantes et les meilleures à l'échelle internationale. Donc, si on veut défendre l'emploi, défendre les entreprises, défendre la compétitivité, c'est prendre le chemin en accéléré de la transition et de la décarbonation. Donc, cette souveraineté, elle passe forcément aussi par la citoyenneté. C'est ce qu'on comprend aussi, ce que vous avez dit, Marie Chéron, c'était de dire, voilà, chacun à son échelle doit aussi
bouger les choses. Et dans des territoires comme ici, c'est pour ça que c'est important que nous soyons à la GACI, parce qu'on est sur un territoire avec aussi un territoire rural et un territoire semi-urbain. Et c'est là que les gros enjeux aussi sont au niveau des particuliers, des petites entreprises. Ça va être de trouver des nouvelles manières d'avoir des mobilités moins impactantes. Et cette acculturation, elle doit se faire dans les entreprises, à l'échelle, on l'entend, la politique, qu'elle est là, mais aussi à l'échelle des entreprises et du citoyen, tout bêtement. Souveraineté, c'est égal citoyenneté aussi. Oui, je crois il faut être assez lucide. On a tous des efforts à faire, mais c'est vrai que certains acteurs ont un poids prépondérant. C'était bien marqué dans vos constats, et que du coup, on attend aussi de ces acteurs-là, qui sont structurants, une action plus forte. Et typiquement sur le secteur auto, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si sur le marché il n'y a pas les modèles, si les modèles sont trop chers, parce que les modèles ont largement augmenté, hein, les véhicules neufs, le prix des modèles a augmenté de 12 000 euros sur un niveau qui est 2 fois supérieur par rapport à l'inflation depuis ces 10 dernières années. Donc on a un vrai sujet, c'est-à-dire que les véhicules sont plus chers, ils sont plus lourds, ils sont plus gros, donc ils polluent plus. Donc du coup, là, on est parti dans une direction qui est totalement inverse. Si le citoyen ne trouve pas de modèle différent de ça, il va prendre ces gros modèles. Et après, on va dire, oui, d'un point de vue marketing, ça marche mieux parce qu'effectivement, il est plus gros, il est plus confortable, etc. Mais en même temps, on ne lui a rien proposé d'autre. Donc il faut aussi que les citoyens aient le choix. Et pour arriver à faire des efforts, il faut avoir ce choix-là. C'est pour ça qu'on appuie beaucoup sur ces histoires de constructeurs. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'avoir des constructeurs qui soient en France, parce que c'est d'autant plus facile de pouvoir orienter les investissements. C'est pour ça qu'on appelle à plus de régulation. Typiquement, si je reprends l'exemple de ce qui se passe depuis 5 ans, depuis le Covid, il y a eu énormément d'aides sur le secteur auto. Je rappelle que c'est le secteur qui a eu le plus d'aides et le premier à être aidé. Ces aides n'ont pas été conditionnées. Donc il n'y a pas de suivi ni évaluation des aides nationales qui ont été apportées à ce secteur. Donc on ne sait pas. Donc il y a une liste sur le site du ministère, vous pouvez trouver la liste de toutes les entreprises qui ont été aidées et qui ont contribué à aller dans la direction de la décarbonation. Mais on n'a pas les évaluations, on n'a pas les montants affectés. Or, donc on n'a pas le suivi possible. Or, en fait, il y a un vrai enjeu, est-ce que toute la filière embarque, et notamment les PME et les TPE, parce qu'il y en a énormément, elles sont beaucoup moins visibles que les gros constructeurs, mais elles aussi, elles doivent pouvoir se réorienter. Sinon, celles qui produisent les éléments pour les moteurs diesel, elles ne trouvent plus de débouchés au bout d'un moment. Donc, elles se crachent. Et donc, on en a beaucoup qui sont mal en ce moment. Donc, il y a besoin d'orienter cette filière dans la massif, parce que si on se fait livrer typiquement par l'industrie chinoise, puisque aujourd'hui c'est les principaux concurrents sur les véhicules, on aura beaucoup moins de moyens de maîtriser l'empreinte carbone de ces véhicules. Je rappelle que quand on produit une batterie en France, aujourd'hui, en Europe, quand on produit une batterie en Europe aujourd'hui, c'est déjà 20% de moins de CO2 sur l'empreinte carbone de cette batterie-là. Si on améliore les techniques d'extraction minière et de transformation, c'est 40%. Donc on a déjà une marge de manœuvre qui est énorme. Maintenant, il faut pouvoir, et là je vous rejoins sur la question de la mine, il faut aussi que les gens soient plus lucides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, effectivement, on ne peut pas continuer d'accepter de dire tout ça, ça se fait ailleurs. L'extraction, les activités sales, on les fait ailleurs. Et depuis les années 70, on a largement délocalisé, donc tous nos chimistes, etc., et les mines sont partis. Donc on le fait ailleurs, ça ne se voit pas. Et quand on veut les remettre ici aujourd'hui, c'est l'occasion justement de reposer la question de nos besoins réels. Et c'était ça qui était intéressant dans le débat sur la mine dans l'Allier. C'est que les groupes d'opposants à la mine sont venus en disant « Nous, on veut bien qu'il y ait des mines de lithium, mais c'est pour faire quoi ? Si c'est pour faire des gros SUV, nous, on ne veut pas. On ne veut pas de ça parce que nous, on ne veut pas soutenir de tels projets. » Et donc, du coup, ils demandaient à Imerys, donc, qui est le mineur, de faire en sorte que ce ne soit pas des SUV. Donc, du coup, on a dit, alors, ce n'est pas à Imerys qu'il faut s'adresser, c'est à la filière auto et à l'État qui a une responsabilité. Et du coup, c'est difficile, on sent que c'est difficile parce qu'on a arrêté de faire des politiques industrielles depuis des années en France et en Europe. Et du coup, l'État ne voulait pas se mouiller dedans en disant, non, Imerys va se débrouiller tout seul avec les constructeurs. Non, vous êtes actionnaire, vous aidez des projets d'intérêt nationaux, vous devez... effectivement, vous impliquer, poser des conditions. Mais c'est très compliqué, ça prend du temps. Donc c'est aussi dans la façon dont on fait les politiques. En fait, à tous les étages, que ce soit les citoyens, les petites entreprises, les grandes entreprises qui ont un pouvoir énorme, mais aussi les régulateurs, tous les décideurs politiques ont un pouvoir absolument énorme, mais ce n'est pas forcément facile de l'attraper, puisqu'en fait, typiquement sur ces questions industrielles, ça fait des années qu'il n'est plus utilisé.
Donc il faut forcément passer par la contrainte, par la réglementation. La réglementation, elle est pas si nocive. Même si dans le débat public, tout le monde dit il y a trop de régulation, il y a trop de contraintes, etc. En fait, quand on parle en off avec les industriels, ils nous disent mais nous, on s'adaptera toujours, c'est vraiment pas le problème. Si vous nous donnez un cap et on va s'adapter. Après, oui, il faut cranter, parce qu'on a tous du mal à se projeter. Donc quand on demande aux gens à 2035, voiture électrique, ça vous parle ? Les gens ils disent non, pas du tout, là, moi j'y vois pas clair, etc. Par contre, si on commence à dire ok, tu vas changer quand ta voiture ? Tu la changes dans 1 an, tu la changes dans 2 ans, tu la changes dans 3 ans, tu penses que tu vas prendre quoi ? Si je te demande ce que tu vas choisir comme voiture dans 1 an, tu vas avoir une idée assez claire. Si tu te dis, oula, moi je la garde 10 ans ma voiture et puis on verra dans 10 ans, c'est pas la peine de demander ce que tu choisiras comme modèle, puisqu'en fait ça n'aura plus rien à voir. Donc il faut cranter étape par étape et sortir des grands débats sur demain. On fixe des caps et on verra après. Mais il faut déjà avancer et montrer à chaque étape les bénéfices qui arrivent progressivement. D'où l'explosion du leasing pour le coup, puisque les gens, plutôt que d'acheter une voiture, effectivement, vont au fil des innovations. Vous savez que sur le leasing, j'ai beaucoup travaillé sur le leasing. Sur le leasing, au départ, on a dit génial, cette idée, c'est vraiment super. On va tordre le marché auto, qui ne vend qu'à des riches particuliers, et on va donner des véhicules électriques et on va montrer, on va aussi acculturer. Acculturer. Et c'est des populations qui... Parce qu'en fait, le leasing, les particuliers achètent aussi en leasing, mais les populations plutôt aisées, mais certainement pas la classe moyenne et populaire. Et donc, les constructeurs nous disaient, ça marchera pas. Ça marchera pas, on veut pas, donc on veut une subvention très élevée, machin, etc. Donc, on a dit, mais si, ça va marcher. On vous le dit, regardez, on va faire des panels avec des citoyens. On a pris des citoyens qui étaient dans la cible du leasing social. Et on leur a expliqué. Alors au début, c'était oufla, non, moi je ne vais pas à une banque demander une voiture, parce que déjà la banque, elle me refuse toujours mes prêts, donc en fait, je n'aurai jamais cette voiture. Et puis non, j'ai pas confiance, parce que la batterie, je sais pas, ça va tomber en panne, etc. Donc en fait, on a commencé à expliquer comment ça marche. À la fin de l'exercice, déjà, c'était un peu plus... Ils avaient plus confiance, ils disaient, ok, Banco, ça, effectivement, on peut tester. Mais il faut expliquer aux gens. Et ça, au début, c'était pas fait. C'est pour ça que le leasing social, ça a duré 1 an et demi. Et à la fin, quand ça a marché, dans les administrations, ils nous ont dit « Ah non, on s'attendait pas à ça quand même. En fait, si on explique, les gens, ils sont pas bêtes. Ils y vont, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt économique derrière. Il y a une montée en compétences aussi, effectivement, sur l'industrie automobile. Je voyais que vous vouliez réagir. Oui, non, mais c'est évidemment très intéressant. Je pense qu'il y a une autre dimension qu'on ne doit absolument pas oublier. C'est dans ce sujet de décarbonation, ce qui va permettre aussi, j'en suis convaincu, vous le sous-entendez d'ailleurs, mais d'accélérer le mouvement et de le rendre beaucoup plus acceptable qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est de lutter efficacement pour garantir la justice de cette transition. À tout point de vue, c'est vrai pour les mobilités comme sur les autres sujets. Si on reprend l'exemple des véhicules aujourd'hui, on va quand même pas se raconter d'histoire les uns les autres. Est-ce qu'on a absolument besoin de SUV toujours plus lourds pour rouler ? Est-ce que c'est indispensable ? Si on est honnête les uns les autres, non. C'est une question de choix. Eh bien, si c'est une question de choix, il faut en assumer les conséquences. En tout cas, moi, là-dessus, la ligne est très claire. Et donc, typiquement, donner aux collectivités, au pouvoir public, la possibilité d'adapter la fiscalité en conséquence. En conséquence, vous faites le choix d'avoir une voiture très lourde qui est coûteuse au plan carbone dans sa production comme dans sa phase de circulation et de service, eh bien, vous en assumez le prix. Pas simplement le prix d'achat, mais au quotidien, parce que derrière, ce sont les collectivités qui doivent entretenir les routes qui sont évidemment plus facilement dégradées par des véhicules qui pèsent de plus en plus lourds. Et puis, de l'autre côté, quand même, globalement, ces véhicules qui sont beaucoup plus lourds sont achetés, vous l'avez redit, plutôt par des gens qui ont les moyens. Or, les conséquences du dérèglement climatique, on va être clair, là aussi, on n'est pas mis sur le même plan. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus vulnérables aujourd'hui sont les premières victimes du dérèglement climatique et celles et ceux qui ont le moins de moyens d'y faire face. Donc, remettre de la justice, c'est dire, ok, il y a une forme de liberté du marché, on peut l'entendre, mais sur ces sujets-là, il doit y avoir de la régulation possible et dire demain, pour les collectivités
qui fixe les tarifs du cheval vapeur, etc., dire oui, on ne met pas le même prix pour quelqu'un qui va avoir un véhicule très léger exemplaire, puis de l'autre côté, quelqu'un qui aura un véhicule lourd. Et cette question de justice, elle est indispensable parce qu'il faut redonner des moyens à la puissance publique, parce que derrière la décarbonation, on dit qu'il faut accompagner notamment les plus modestes, mais pour ça, il faut de l'argent. Et donc, celles et ceux qui ont les moyens de participer, qui ont déjà l'impact carbone le plus élevé, parce que toutes les études le démontrent, eh bien, cette justice-là, elle est indispensable. Et aujourd'hui, dans notre pays comme à l'échelle européenne, malheureusement, on en est encore un peu loin, mais ça doit faire partie, de mon point de vue, en tout cas, des sujets absolument prioritaires pour qu'on puisse aller plus vite et entraîner tout le monde sans retomber dans ce qu'on avait pu voir au moment de la crise des Gilets jaunes, etc., avec l'expression légitime d'un sentiment de déclassement, d'abandon et du fait qu'il y avait deux mondes, le monde vertueux, enfin en tout cas sur l'affichage de la performance environnementale, celles et ceux qui tous les jours peuvent utiliser les transports en commun parce qu'ils habitent en ville, dans des métropoles, etc. Et puis les autres qui sont entre guillemets les mauvais citoyens parce qu'ils utilisent un vieux diesel, qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement et qui se retrouvent à devoir payer toujours plus cher alors même qu'ils en ont moins les moyens. Donc ça, je pense que c'est un sujet éminemment politique, mais en tout cas, on doit s'en emparer le plus rapidement possible. Oui, un hiatus d'accessibilité au bas carbone, effectivement, social, qui est énorme. On le verra quand même alors je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, mais on va parler de ces fameux véhicules intermédiaires que vous avez évoqués tout à l'heure. Je vois au Japon, par exemple, il y a une petite voiture, alors je ne veux pas dire de marque, mais petite voiture, mini, qui effectivement voilà, c'est ça, et qui s'est développée de manière exponentielle très très rapidement, parce qu'elle est accessible, parce qu'elle est moins lourde, parce qu'elle est plus petite, parce qu'elle est moins chère, et effectivement, c'est un véhicule électrique. Il faut que les automobiles... Je vais vous laisser, pardon. Oui. En tout cas, c'est vrai qu'on attend que les constructeurs automobiles proposent de plus en plus ce genre de solutions. Ouais. Ça, c'est un gros sujet. Alors, il y a quelques années, quand on en parlait, on nous regardait vraiment de travers. Ça, enfin, il y a vraiment eu en 2-3 ans là, une grosse évolution sur le sujet. Surtout que Luca De Meo, donc le PDG de Renault, a effectivement pour ambition de produire des kicars. Parce qu'en fait, l'industrie auto, il voit bien que le marché il est flat au niveau européen et globalement, ils vont pas retrouver. Il est flat, voire il baisse. Et ils voient bien qu'ils ne retrouveront pas de relais de croissance. Donc ils se disent, si, il faut qu'on refasse des véhicules moins chers. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les prix ont vachement augmenté, etc. Donc il faut vraiment retrouver des parts de marché. Et donc ils se disent, avec les kicars, on peut. Et en fait, ce serait intéressant si ça prend la part des autres véhicules. Donc c'est pour ça que nous, on pousse toujours en disant, il faut des petits véhicules. Et donc la kicar, c'est c'est ce qu'on appelle, techniquement, c'est les segments A. Donc c'est ceux qui ont disparu, quoi, qui ne se font plus. C'était les petites boîtes de yaourt qui ne se font plus du tout, ou qu'on a commencé par délocaliser et à supprimer. Sauf qu'il y a un sujet sur la réglementation européenne, parce qu'en fait, la réglementation européenne impose à ces petites voitures des normes de sécurité qui sont les mêmes que pour les grosses. Okay. Il y a tout un jeu sur la réglementation, bref. Et donc, en fait, en ce moment, il y a un travail qui est fait pour essayer d'avoir une adaptation de la réglementation sécurité des véhicules pour ces petits-là. Mais effectivement, tous les projets sont dans les cartons. Si ce verrou pouvait être débloqué, ça veut dire qu'en 2 ans, on peut voir arriver des petits véhicules sur le marché. Après, la difficulté qu'on a, et c'est l'expérimentation qui est ADEME qui est en cours et qui me semble à mi-année doit déboucher, si je ne me trompe pas, et on va regarder ça avec attention, c'est dans quelle mesure est-ce que ces petits véhicules peuvent cohabiter avec des beaucoup plus gros sur les mêmes routes à des vitesses élevées. Donc ça, c'est la problématique. Quand vous roulez dans une petite voiture, et c'est la même chose pour les véhicules intermédiaires, parce que les véhicules intermédiaires sont encore plus petits, c'est comment on garantit aussi la sécurité pour pas que toutes ces innovations fassent crash au bout d'un moment. Mais c'est un vrai. Il y a un énorme potentiel parce que ça voudrait que ça rendrait accessible. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec juste les amis, c'est les petites Citroën qui sont petites. En fait, elles ont trouvé 2 publics un peu distincts. Il y a les étudiants des grandes villes un peu aisés qui se sont dit tiens chouette, je peux avoir une voiture pas chère. Et donc on en trouve beaucoup chez les étudiants. Et dans la diagonale du vide, dans les zones rurales ou dans des zones où les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils vont acheter ça parce qu'à l'achat, ils peuvent trouver les moyens de financer et derrière, ça ne coûte pas très cher. Et en fait, pour les kilomètres qu'ils ont à parcourir, c'est largement suffisant. Et en fait, c'est tout bénef. On voit d'ailleurs le succès, alors là c'est un peu plus cher quand même, mais des voitures sans permis pour certains lycéens ou étudiants, effectivement, ce qui a explosé même dans les petites villes.
on voit toujours à peu près la même voiture sur la solution du sans permis, qui pourtant, il y a quelques années, pour nos générations, était plutôt des voitures de seniors ou de... Voilà. Oui, mais en fait, ça répond ça répond complètement aux besoins de mobilité. Il n'y a pas besoin de pouvoir rouler à 130 pour pouvoir se déplacer et répondre à ses besoins. Après, il y a effectivement, je vous dis, cette question de la cohabitation et la question de la vitesse. Donc la question de la vitesse, elle fait beaucoup débat, elle a été beaucoup critiquée. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faudra avoir le courage de la reposer, mais de manière plus sereine et constructive, je dirais. Ouais. Pas en mode bâton. Oui, il y en a qui aiment leur bagnole, voilà. Comme diraient certains. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'allais le faire. Je partage les objectifs sociaux dont parlait Simon tout à l'heure, mais la puissance publique, elle ne peut pas tout faire, notamment en ce moment où les conditions financières et fiscales sont démesurées. Ce que je regardais, vous parliez tout à l'heure de l'approvisionnement, notamment en lithium, où on est très dépendant. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler en amont pour l'être moins, parce que ça va se tarir et parce que ça coûte. Et pour que, en aval, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est réservé aux riches, les voitures électriques. C'est trop cher. Et donc, on ne veut pas y aller. Et comment démocratiser vraiment l'usage de la voiture électrique? Parce qu'il faut un effet de masse pour décarboner aussi de manière de grande envergure. Donc, vous avez évoqué cette question, mais moi, j'ai aussi cette préoccupation sociale pour que tout le monde puisse accéder à une voiture électrique. On n'a plus beaucoup de temps. On a tout mentionné, donc je vais réduire à Marie. 3 mots. 1, si on accélère l'électrification des flottes d'entreprises, les voitures, elles restent dans les flottes d'entreprises 3 ans, 4 ans, 5 ans max. Après, elles passent sur le marché de l'occasion. Et les véhicules des particuliers, ils arrivent sur le marché de l'occasion en seconde main au bout de 9-10 ans. Donc ça va 2 fois plus vite. Donc si on pousse les entreprises à électrifier, d'ici 2030, on a des véhicules qui arrivent d'occasion en fait, sur le marché. 80% des Français ils achètent leurs véhicules sur le marché d'occasion. Après, avec différents âges. Mais le rôle des entreprises, indispensable. Et puis que les boîtes produisent des véhicules plus abordables. C'est 2 éléments structurants. Si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas. Et les véhicules partagés. Oui, on en la puissance aussi. publique. Surtout qu'on va sur une population vieillissante, on ne dit jamais assez, mais on va sur une population vieillissante, on va avoir de plus en plus de personnes qui sont concernées par des besoins de mobilité, mais pas forcément au quotidien pour faire du pendulaire. Et l'électrique partagé, quand on n'est pas sur des besoins quotidiens, c'est mieux. Parce qu'une voiture électrique au garage, sachant qu'on a une dette carbone au départ, c'est mieux, enfin plus c'est intensif, mieux c'est. Bref, voilà. Oui, on a vu que l'autosolisme était un des gros problèmes qu'on a partout, avec voilà, des tests qui sont faits, beaucoup de voitures qui sont finalement avec une seule personne à la conduite. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est moi qui vais faire le passage du micro. J'en prends un là. Ah oui, il est là. Pardon, vous pouvez relever la main. Ah oui, voilà, merci. Merci, monsieur. Bonjour. Oui. Oui, si, on vous entend. Non, on n'entend pas. Vous l'avez ouvert? Quelqu'un a dû le fermer. Voilà. Donc bonjour, je suis Gilles Lagadec pour le groupe Transdev. Donc on opère des réseaux de mobilité en bus, en car, mais également en bateau, si on contextualise sur la région Bretagne. Juste la petite formulation. J'ai pris moyennement l'expression que les entreprises ne jouent pas le jeu. Et en disant ça, je n'ai pas du tout de défense à poser à ça. Simplement, je voudrais préciser techniquement en fait, certains points. Et presque la question, c'est comment rendre le véhicule électrique abordable sans qu'il soit asiatique. Je pense que la question, elle est complète dans ce sens-là, parce qu'en fait, il est parfaitement abordable si on ouvre le marché asiatique. Alors, le marché asiatique n'est pas présent sur le marché du leasing des grandes flottes d'entreprises, par exemple. On est principalement français. Et moi, je peux vous dire qu'en retour d'expérience, ça fait 3 ans que l'ensemble de nos véhicules légers, on demande à ce qu'ils soient électriques, et ce seront les personnes qui les utilisent qui nous opposent leur utilisation sur des autonomies de plus de 200 km. Et donc, en cela, ça veut dire qu'il faut simplement qu'on progresse, mais la technicité passe avant la décision, et je prends le métier que l'on opère, nous, sur le transport collectif. Les seuls autocars électriques actuellement sur le marché, c'est en train de muter, sont asiatiques. Donc vous pouvez acheter un car, en plus je peux vous dire qu'il marche très bien. Ça s'appelle Yutong, vous n'avez pas d'embêtement, mais c'est simplement que le bilan carbone est absolument désastreux pour les faire venir jusqu'ici. Donc en disant ça, je fais attention, parce qu'on est un métier de contre-exemple. C'est-à-dire que je vous explique pourquoi je n'avance pas par un contre-exemple.
Donc non, ça veut dire qu'il faut contrer ce contre-exemple et faire de la transformation un peu proactive. Et là-dessus, je ne peux pas vous dire que, vous vous laissez dire, en tout cas sur le marché de la mobilité, que les entreprises ne jouent pas le jeu, elles jouent le jeu. Et sur le domaine de la, je ne serai pas long, sur la conditionnalité, bien évidemment, régulation, conditionnalité, les deux rejoignent un peu la même sphère. Je fais un clin d'œil au vice-président Michael Carnes qui est là, qui ne l'a pas cité en tant que tel, mais dans les règles d'attribution des marchés publics bretons, un des critères principaux, la cible, c'est le gaz à effet de serre. Donc si vous voulez, vous n'avez pas le choix en fait. C'est-à-dire que si vous voulez gagner le marché, vous n'avez pas à faire à tortiller, à dire dans mon plan d'amélioration continue, peut-être que dans 3 ans je ferai quelque chose, vous rentrez par là. Donc la conditionnalité est quasi lapidaire, ou en tout cas segmente entre ceux qui iront jusqu'au bout et ceux qui n'iront pas jusqu'au bout. Et puis peut-être un clin d'œil sur les comportements. Et technicité, comportement, parce qu'en fait, on fait de la transformation à grande échelle. Là encore, quand on parle de covoiturage, quand on parle de mode douche, je vais vous expliquer que moi, je vais chercher mon gamin, que je ne connais pas à l'heure de fin de réunion, etc., etc. Néanmoins, il y a quand même quelques grandes familles. La première à laquelle je pense, c'est l'enseignement, dans laquelle toutes les écoles, tous les lycées commencent à la même heure. Quand vous pensez qu'un quart scolaire est passé en 7 ans sur un avitaillement gasoil de 140 000 € le quart, à un quart scolaire gaz aujourd'hui à 230 000 €, 230 000 €, vous avez peut-être envie de l'utiliser 2 fois plutôt qu'une seule. Mais pour ça, il va falloir accepter à certains que la cantine est décalée à 12h45, à d'autres qui vont commencer à 8h45 et d'autres encore à 9h30. Et je prends l'exemple de ce qui s'est passé dans le Grand Est à l'époque du Covid, parce qu'ils ont été beaucoup plus impactés tant dans la mortalité que dans l'impact sur la disponibilité de salariés dans les entreprises. Ben, quand vous n'avez plus que la moitié des conducteurs, il faut bien dire à des lycées qui vont commencer à 10h10 ou à 9h45, et d'autres qui vont commencer un peu plus tôt. Voilà. Et tout ça se rejoint. Et puis là aussi, bien évidemment, comment ne pas citer le bureau des temps René, où cette logique, en tout cas d'exercer une forme de contrainte ou d'appréhension collective sur les horaires d'entrée dans les grandes métropoles, on peut continuer à tourner en rond et citer Rennes et les bouchons de Rennes. Tant qu'on n'a pas d'action coercitive sur les horaires des entreprises et des administrations, on va tous se planter à passer le lundi matin à 8h30, etc. etc. Voilà, donc il y a beaucoup de comportements individuels et collectifs sur lesquels on peut agir et qui ne sont pas là pour le coup que des contre-exemples. Et je peux vous dire, en tout cas les yeux dans les yeux, qu'on est ultra motivé, proactif, et si on ne l'était pas, on nous aide à l'être. Elle n'avait pas non plus dit. Non, mais il n'y a pas d'opposition, voilà. C'est presque une profession de foi collective en l'État. Merci. Non, mais de toute manière, on rentrera plus dans les détails. On ne va pas pouvoir prendre beaucoup de questions parce qu'il y a monsieur à gauche là, qui avait demandé avant vous, monsieur, pardon. On va prendre une dernière petite réaction parce qu'après, en fait, tous ces sujets-là, vous voyez, on commence déjà à rentrer dans des choses très concrètes et on va les aborder en fait sur les tables rondes qui vont suivre. Oui, d'accord, ok. On m'a dit qu'il fallait d'abord que je donne la parole à Monsieur Bobet, et qui est Monsieur Bobet, qui est monsieur là. Je te passe le micro par là. Premier, s'il vous plaît. À moins que je puisse. Cherchez trouve le micro, le voilà. Voilà, merci de me donner la parole. J'ai profité pour venir ce matin justement par ce sujet, on est très intéressés. Nous sommes une petite entreprise familiale à Tex-Noyalo et ça fait 7 ans qu'on exploite 3 autocars électriques, enfin 2 autocars et un bus. Il faut bien faire la différence. Hein. Oui. Et on a un autocar qui roule sur une ligne Bresgo tous les jours qui fait 300 km. Effectivement, comme dirait M. Lagadec, c'est un autocar Yutong. Ce qu'on a voulu se lancer dans la transition énergétique, on n'a pas trouvé de constructeur qui pouvait nous fournir des autocars à part les asiatiques Yutong. Donc 300 000 km à l'année depuis 7 ans. Ça fait à peu près, en une année, c'est 65 tonnes de CO2 non émises. Voilà, bon, donc voilà, on a fait... alors ce que je reproche un peu aujourd'hui, on a fait quasiment une DSP, parce qu'on tourne sur la ligne de Musillac-Vannes, La Roche-Bernard, pour Bresgo, délégation de service public. On a, à mon avis, quasiment fait un sans faute. Ce car, il a roulé 0 défaut. Donc on a travaillé pour la transition. Et aujourd'hui, quand je vois les appels d'offres tels qu'ils ont été répartis,
Et moi, je ne parle pas pour moi, parce que je suis en fin de carrière, mais je parle pour les jeunes qui arrivent. C'est un peu désespérant, puisqu'il a fallu répondre à l'appel d'offres avec un groupe. Sinon, on ne pouvait pas répondre, parce qu'on nous avait mis 3 lignes ensemble, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je profite aujourd'hui de la présence des gens de la région, des politiques, pour leur dire que les PME, elles sont prêtes, mais seulement laissez-les agir. Et les jeunes derrière, moi je laisse ma place à mon fils, je vous dis, c'est un peu désespérant quand même. Voilà, donc Simon... Je vous laisse répondre, peut-être, Simon Huznat. Si tu peux répondre à la question. On se connaît bien. Merci, monsieur. On se connaît bien, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, j'ai aucune action dans l'entreprise, mais je vous invite à aller vraiment voir l'entreprise, parce qu'au-delà des cars sur l'entrepôt en tant que tel, sur les énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque, le travail qui est mené par l'entreprise, les autocars Vincent Bobet, c'est absolument exemplaire. Alors, il y a 2 choses. La première, pour faire écho aussi à votre intervention, je pense que, et là, nous, on a un vrai sujet français et surtout européen, c'est comment, et en réalité, ce travail, on aurait dû l'engager depuis de nombreuses années, comment on structure des filières. Et on structure des filières en massifiant les commandes. C'est vrai pour les pouvoirs publics, c'est vrai aussi pour les acteurs privés. C'est se dire demain, typiquement, on veut l'équivalent d'un Airbus sur les poids lourds cars électriques, et on se donne les moyens. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de la commission d'enquête, d'auditionner des représentants du ministère des Armées sur justement leur choix d'approvisionnement, etc. La structuration des filières européennes, parce que tout le monde est là à dire on veut consommer français européen. Oui, mais la priorité, c'est de produire français européen. Parce que pour consommer, encore faut-il que ces produits existent. Et donc là, le sujet, il est majeur, et c'est pour ça que la région Bretagne, à la place qui est la sienne, mais travaille aussi avec d'autres régions, notamment sur les technologies émergentes. On peut penser en particulier à l'hydrogène, sur des massifications possibles. Parce qu'évidemment, quand vous allez envoyer des signaux à des filières en disant c'est pas je vous commande 2-3 quarts, mais je vous en commande potentiellement 100, 200, 300, déjà l'ordre de grandeur n'est pas le même. Et si on pouvait en plus proposer un front commun public et privé, là forcément l'ordre de grandeur serait d'autant plus amplifié, parce qu'il faut le rappeler, on est quand même le premier marché sur la scène mondiale. Donc utilisons ce levier-là. Et pour revenir à des considérations plus locales, moi j'entends complètement le sujet de l'allotissement, parce que je suis plus président des instances de commande publique de la région, je l'ai été pendant un peu plus de 2 ans, mais je reste mobilisé sur les sujets d'achat, on en a parlé lors de la dernière session. L'allotissement est en effet un élément important, donc sans rentrer dans le détail trop technique, c'est en effet quand vous avez 3 parcours, là pour prendre les mobilités, vous pouvez décider de faire 3 lots ou de faire un lot avec les 3 parcours. Là, j'ai plus en tête le détail là, sur les parcours en question, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la contrainte du côté de la collectivité. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle du premier vice-président, ça doit être l'équivalent de 400 contrats. Donc, vous imaginez derrière le temps passé par les agents, tout cela, à la fois là, pour la passation des marchés, mais derrière le contrôle de l'exécution des marchés, des critères que nous mettons, parce qu'on ne donne pas un blanc-seing pendant 7 ans. Et donc, forcément, on s'expose aussi à une forme de limite. C'est-à-dire que je ne sais plus combien il y a de parcours, mais ça doit se compter en plusieurs centaines, si ce n'est milliers, à l'échelle de la région. Et donc, forcément, il y a à un moment donné des arbitrages qui peuvent apparaître parfois un peu pénalisants, mais ce qui est sûr, c'est que sur les transports comme sur les autres sujets, on essaye d'être sur la maille la plus fine possible. Là, tu vois, tu disais 3 parcours. Moi, je vois dans d'autres collectivités, d'autres régions, c'est parfois des dizaines, voire des dizaines de parcours, où là, en effet, il n'y a que les grands groupes qui peuvent répondre. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, même si ce n'est pas toujours simple, c'est que dans la réponse au marché public, et du côté de la région, on met vraiment le paquet là-dessus, il y a la possibilité de répondre en GME, en groupement momentané d'entreprises. C'est-à-dire que si vous estimez qu'un lot est un peu trop important pour vous, mais que vous avez identifié un partenaire potentiel avec qui vous pourriez travailler, vous avez la possibilité à 2 TPE, à 2 PME de pouvoir répondre. Et donc nous y veillons. C'est aujourd'hui un outil qui est insuffisamment utilisé, mais ça c'est un élément important, et on veille justement pour que ce soit possible à laisser des temps de consultation
suffisamment long. Donc là, on a inscrit ça dans notre schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. C'est plusieurs semaines pour que les opérateurs puissent réfléchir ensemble, parce que ça ne se fait pas sur le coin d'une table, évidemment, surtout quand c'est une DSP de 7 ans. Donc ça fait partie des leviers. Moi, j'entends complètement, mais te dire en tout cas que sur ce sujet comme sur les autres, on est à disposition pour aider et qu'on fait vraiment le maximum. Mais avec nous, nos contraintes de gestion, il ne vous aura pas échappé que l'État nous a demandé 43 millions d'euros d'économie. On essaye vraiment d'être au plus juste, sans jamais perdre de vue l'intérêt des opérateurs économiques. Et sois-en assurés, je parle sous le contrôle de Mickaël pour la partie transport, on est vraiment mobilisés. Non, et ma seule satisfaction quand même, c'est qu'en fin de compte, c'est la PME, puisqu'on a répondu à la prochaine DSP avec un groupe. Le groupe achète des autocars électriques grâce à la PME, en fait. Voilà. Donc, vous avez trouvé la solution. C'est ma satisfaction. Parce que ce n'est pas une histoire financière, c'est l'histoire que quand on y croit, quand on croit dans l'environnement, dans les choses, ben on va jusqu'au bout. Voilà. Et on voit trop de publicité sur l'environnement et tout. Et peu de résultats, peu d'actions en fait. Et en fin de compte, j'ai fait passer le groupe à l'électricité, et j'en suis fier, parce que ce sera demain, je crois, 8 ou 10 cars qui vont rouler électriques. Bravo. Merci, monsieur. Si elle est courte, une dernière question quand même. Elle est courte ? Ah, super. Enfin, moi, je trouve ça passionnant, c'est juste que vous ayez le temps de manger, d'aller sur les stands, tout ça. C'est bon, ça m'entend. Ouais, c'est ok. Je suis responsable de la loi LOM dans mon entreprise, qui est une grosse entreprise internationale. Et dans ce cadre-là, avec le sujet dont vous avez parlé par rapport au pourcentage de véhicules électriques, ça n'a pas du tout été suivi vu qu'il n'y avait pas de sanctions. Il y a eu les sanctions qui ont été votées en février. Et aujourd'hui, j'ai toujours un blocage parce qu'on me dit ils n'oseront pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux répondre à ça en disant, en gros, ils n'oseront pas parce que dans le système actuel avec les problèmes d'industrie en France, l'État n'osera pas mettre ses amendes si on ne suit pas la directive. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des moyens qui vont être engagés ? Comment je peux répondre pour qu'on électrifie un peu notre flotte ? Qui peut répondre, Marie ? Alors là, ils ont quand même renforcé le système de sanctions, donc la loi s'applique. Voilà. Après, on peut jouer à... C'est un peu la stratégie du Highlander qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire moi je continue comme ça et puis je survivrai parce que bon, il y a un risque quand même, donc il faut leur mettre peut-être le risque. Le risque a été partagé, hein, mais ils disent en fait ils vont pas nous rajouter ça aux industriels parce que on est déjà tiraillés. Après là pour le coup il y a du stock de véhicules électriques et pour le coup les industriels ils doivent vendre des véhicules électriques, sinon c'est eux qui vont prendre les amendes. C'est pour ça qu'il y a eu tout le débat. Les industriels disaient nous on ne veut pas prendre d'amende, donc il faut que vous nous aidiez à soutenir la demande. Et donc eux ils produisent, leurs chaînes elles sont parties. A priori ils sont quand même s'ils ont de la flexibilité, ils vont vouloir les vendre. Donc c'est pas une question d'industriel là pour le coup. Pour le coup là oui. L'État soutiendra les industriels, c'est-à-dire en filant des amendes aux entreprises qui ne convertiront pas leur flotte. Du coup, ma question était plus, est-ce qu'il y a vraiment des moyens qui sont prévus pour vérifier, du coup, pour montrer que le risque est quand même élevé et qu'il faut qu'on suive les directives ? Il y a toujours des moyens de tricher, malheureusement. Mais... Donc ça m'aide pas trop. Non, mais c'est une vraie question. Mais après, après c'est la loi, tout le monde... est censé suivre la loi. Oui. Et on l'a vu, il faut de la volonté, comme on a vu pour l'exemple à l'instant. Et si effectivement il n'y a pas beaucoup de volonté, on voit plus les freins que le reste. C'est aussi ça le problème des fois, c'est la vision qui manque. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Marie Chéron, merci beaucoup Simon Huisna. Bravo.